Outremont était parmi les quartiers chauds au début de l'automne 2020. Mais depuis, la situation s'est relativement stabilisée et au 8 mars dernier, on recensait plus de 1000 cas infectés par la COVID-19 depuis le début de la pandémie sur le territoire d'Outremont, ce qui place l'arrondissement en fait un peu au bas de la moyenne des infections dans les arrondissements montréalais. Après un an en pandémie, je joins donc le maire Philippe Tomlinson pour faire un bilan de la situation, mais également pour discuter des services offerts à la population en ces temps bien particuliers. Alors bonjour, Monsieur Tomlinson. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien vous-même? Oui, excellent, merci. Et puis bon, donc en commençant, là, Outremont, c'est l'un des plus petits arrondissements de Montréal, situé en plein cœur de l'île, en fait, et on y dénombre 1,4 % de la population montréalaise sur le territoire. N'en demeure pas moins que c'est un arrondissement qui a connu beaucoup de développement au cours des dernières années, entre autres dans le Mille Montréal, qui accueillera bientôt, espérons-le, plusieurs étudiants avec le complexe des sciences de l'Université de Montréal. Donc, Monsieur Tomlinson, pouvez-vous justement nous présenter un peu Outremont et ce qui en fait ses charmes et son cœur? Ben, je pourrais vous résumer ça simplement comme étant le meilleur et le plus beau C'est ça. arrondissement de la ville de Montréal, mais on va y aller avec un petit peu plus de détails. C'est ça. En effet, vous l'avez bien dit, on est en plein centre de l'île de Montréal, mais étant un endroit historiquement bien préservé, je dirais, Oui. au niveau du patrimoine architectural, Mhm. au niveau de la forêt urbaine. On a des parcs magnifiques, tout est à proximité, je dirais pas Oui. mal tout, hein, étant un petit arrondissement, on a 4 km², donc on peut facilement marcher d'un bout à l'autre de l'arrondissement et d'avoir tous les services dont un citoyen a besoin à pied, mobilité douce, etc. La proximité du centre-ville, Oui. on a une partie de la montagne, évidemment, sur notre territoire. Donc, on offre vraiment un large éventail, je dirais, d'endroits, de possibilités, d'endroits à visiter, d'endroits à vivre, etc. Et on a fait intéressant le plus haut pourcentage de jeunes par capita Ah oui. à Montréal. 39% de notre population a 24 ans et moins. Ah oui, hein. Donc, ça fait un lieu très actif et même familial, en fait, Outremont. Absolument, absolument. C'est la base, c'est ce qui fait le cœur de ce qu'on fait, nous, comme administration locale. C'est Oui, hein. vraiment axé famille, puis pas juste les Mhm. jeunes, évidemment. Famille, ça veut dire tout le monde à l'intérieur des âges d'une famille, là, Oui. incluant les aînés. Ça fait aussi en sorte que nos orientations sont assez claires sur ce qu'on doit faire pour encore améliorer l'espace, tu sais, le garder propre, mais le rendre plus sécuritaire, parce qu'en Mhm. étant au centre de l'île, on est un espace de transit C'est ça. pour presque la majorité des gens qui passent par chez nous. Donc, il faut s'assurer que ces gens comprennent que quand ils passent par chez nous, il faut y aller relax. Il y a beaucoup Ex- d'enfants, il y a beaucoup de gens qui Exactement. marchent. Il faut faire attention de toute façon. C'est un bon conseil partout, mais quand on passe par Outremont, on ralentit un peu. Si on revient par contre à la situation qui nous préoccupe, donc de la pandémie, en date du 8 mars dernier, on recensait donc 56 nouveaux cas dans les 14 derniers jours, ce qui place Outremont, toute proportion gardée, dans une situation pas les plus critiques en fait sur l'île de Montréal. N'en demeure pas moins que j'ai envie de vous demander, Monsieur Tomlinson, après un an en pandémie, est-ce que vous avez eu peur que la situation s'aggrave, dérape sur le territoire ou, au contraire, avez-vous vu une belle collaboration auprès de la population? Ben, je vous dirais les deux. Les deux, hein? Il faut savoir qu'en tout début de la pandémie, hein, si on revient à la première vague, si vous voulez, Oui. Outremont était parmi les plus affectés. Mhm. On avait parmi les plus hauts taux, entre top 3, du nombre de taux, des pourcentages de gens affectés sur le territoire. On avait aussi très rapidement, malheureusement, des décès Oui. dans notre arrondissement de résidents chez nous. Mais on a vu une nette amélioration tout au long des périodes qui ont suivi à la phase 2. Oui. Et maintenant, on approche vraiment une nouvelle phase, je crois. Donc, si on peut appeler ça la troisième. Euh, Mhm. les choses vont beaucoup mieux. On a réussi je dirais, à se contrôler, Oui. à répondre aux exigences du gouvernement
Et on le voit clairement dans les chiffres maintenant, ça va beaucoup mieux. On n'est pas sorti du bois, évidemment, mais ça va beaucoup mieux chez nous, localement. Et justement, j'ai envie de vous relancer un peu et de nous ramener au début de janvier 2021, alors que les mesures sanitaires étaient resserrées par le gouvernement du Québec. On a beaucoup entendu parler, en fait, des interventions qu'il y a eu dans les synagogues, entre autres dans Outremont, parce que, bien entendu, il y a une forte population de Juifs hassidiques sur le territoire. Sans revenir vraiment dans les détails des événements au moment, mais pour en résumer, c'était vraiment une question d'interprétation des réglementations gouvernementales entre le nombre de personnes pouvant occuper un lieu de culte et la Cour suprême du Québec a donc tranché au début février en expliquant que, bon, c'est 10 personnes par lieu de culte, mais par salle de culte. C'était vraiment là. Donc, dans une synagogue, de 4 salles, on pouvait avoir 40 personnes, mais un maximum de 10 personnes, donc par salle. Mais le point, en fait, qui est intéressant, que soulève cette problématique-là, c'est justement tout l'enjeu de communication, d'interprétation aussi de ces faits-là. Comment on fait dans un arrondissement comme Outremont, où il y a une forte population d'une religion spécifique qui est un peu plus hermétique, comment se passent les communications afin que les mesures de santé publique soient bien transmises, soient bien comprises de tout bord, tout côté? Oui, en fait, il y a juste une seule façon de faire, c'est de ne pas lâcher, bien franchement. En fait, on a mis plusieurs mesures de communication. En fait, notre administration, depuis qu'on est arrivé, sur une panoplie de sujets qui nous concernent, nous, résidents d'Outremont, peu importe si on est d'une religion ou qu'on ne l'est pas. On a établi des bases de dialogue solides. Et donc, on avait ces bases-là déjà en place. Puis c'est avec ces bases de dialogue-là qu'on a pu justement renchérir sur la situation qui nous concerne tous, c'est-à-dire, OK, il y a des mesures gouvernementales. C'est vrai que les choses changent régulièrement. Hein. Il y avait une annonce n'attendait pas l'autre à un moment donné. Et donc, oui, il y avait de la confusion, mais en même temps, avec cette base de dialogue-là, donc les canaux de communication sont restés ouverts. On a des rencontres régulières, je vous dirais presque hebdomadaires, avec l'ensemble des leaders des différentes communautés hassidiques juives d'Outremont. C'est avec ces discussions-là qu'on a pu éclaircir beaucoup de choses, parce qu'évidemment, il faut comprendre que le rôle de l'administration municipale dans plusieurs cas, surtout dans le cas qui nous concerne, on est réduit à un rôle de communicateur. C'est ça. Hein, on n'a pas eu beaucoup de pouvoir décisionnel et le pouvoir décisionnel qu'on avait a été centralisé dans le cadre des mesures d'urgence. Donc, pour nous, notre rôle était de communiquer. Ça tombe bien, on est bon là-dedans. On avait déjà établi des belles bases et on a réussi justement à s'assurer que toutes les personnes s'entendent, se comprennent et même qu'ils puissent dévoiler les enjeux qui les concernaient. Ils n'étaient pas d'accord avec une réglementation, ils nous l'ont dit. On s'est assuré que dans ces dialogues-là, il y avait des bonnes personnes autour de la table. Donc, les gens de la santé publique, les gens de la sécurité publique. Des fois, s'il le fallait, on avait des gens du gouvernement provincial qui venaient dans ces rencontres-là. Donc, on a joué ce rôle-là pour s'assurer que tout le monde puisse se parler, puis au moins qu'on se comprenne. Parce que, puis, pour revenir un petit peu sur les activités qui sont survenues, qui ont fait les médias, il faut comprendre qu'on n'est pas bien différent qu'ailleurs. On a aussi chez nous des groupes qui, pour eux, ils ont décidé de couper coin rond. Ils ont décidé que les règlements, on va y aller comme bon nous semble, puis on n'est pas tout à fait dans le respect. On a vu des cas un peu partout au Québec de situations particulières, comme la nôtre chez nous. Donc, on ne fait pas de différence, mais il faut continuer à parler, il faut continuer à tenter de rejoindre ces gens-là pour justement leur dire, regardez, ce que vous faites, là, ça a un impact sur tout le monde. Donc, il faut que vous compreniez ça. Puis, on espère que l'écoute est au rendez-vous. On le sait que les canaux sont ouverts, mais on poursuit, hein? On ne lâche jamais. Puis je pense que c'est ça le message, c'est de dire, quand notre rôle, c'est de communiquer, il ne faut juste pas lâcher. Exactement, continuer à se parler puis à essayer de s'entendre parce qu'en effet,
parmi toutes les mesures qui ont été mises en place au cours de la dernière année, ça n'a pas toujours fait l'unanimité. Mais une chose, en fait, en ce moment, actuellement, la vaccination de masse contre la COVID-19 est en place, est en action à l'échelle du Québec. Justement, pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur québec.ca/vaccin COVID. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas de centre de vaccination directement dans Outremont, mais dans les périphéries de l'arrondissement, il y en a des présents. Alors, j'aimerais en fait vous demander, est-ce que vous savez ou est-ce que vous mettez peut-être une pression pour avoir des lieux de vaccination directement sur le territoire d'Outremont pour que ce soit facilement accessible à la population? Non, malheureusement, je n'ai pas plus de détails. Je suis pas dans le secret des dieux, si vous voulez, sur ces détails-là. Mais on a été quand même chanceux parce qu'on a eu un centre de vaccination local chez nous à Outremont. Il a été bien utilisé par notre population. Très heureux parce que les gens ont pris ça au sérieux. Lorsqu'il y avait des symptômes, ils ont allé se faire tester. Exactement. Puis là, on a des centres de vaccination qui sont tout près, qui sont vraiment pas nécessairement dans Outremont comme tel, mais qui sont tout près, qui sont vraiment pas loin, qui sont accessibles facilement par tous les moyens de transport. Donc, pour nous, on est satisfait de ça. Puis ce que je comprends, c'est que ça va bien. Donc, j'ai pas plus d'informations particulières, mais tout ce que je sais, c'est quand je parle aux gens, les gens sont très heureux de me dire qu'ils sont soit déjà sur la liste pour se faire vacciner ou que c'est déjà fait. Donc, on peut comprendre que l'excitation des gens est au rendez-vous. C'est ça. Et puis, depuis un an, s'il y a une chose qui a peut-être un peu changé dans notre vision, c'est la définition de ce qu'est un service essentiel. Et chose certaine, c'est que le travail des organismes communautaires dans leur localité se sont révélés vraiment nécessaires et essentiels. Déjà, j'ai vu donc sur votre arrondissement a créé une liste des ressources en alimentation et services connexes disponibles dans Outremont. Donc, on va ce serait de mettre le lien dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Mais c'est vraiment, une initiative très intéressante que je n'ai pas vue dans aucun autre arrondissement jusqu'à présent. Mais comment faites-vous donc depuis un an pour vous assurer que les organismes communautaires ont toutes les ressources nécessaires pour venir en aide à une population vulnérable qui est grandissante? Oui, absolument. Première chose qui est importante à noter, c'est qu'il y a des populations vulnérables à Outremont, malgré le fait qu'on n'a pas nécessairement cette réputation-là. Oui. Il y en a chez nous comme ailleurs. Donc, ça, c'est déjà c'est intéressant à savoir. En fait, on a créé une cellule de crise, tout simplement. On fait des appels, on a fait des appels hebdomadairement, mais maintenant, c'est à tous les 2 semaines, avec l'ensemble des organismes sur notre territoire. Donc, autant les organismes en santé, l'aide aux aînés, l'aide à la pauvreté, les organismes sportifs, les organismes communautaires qui sont liés à la culture, etc. Et sur ces appels-là, on a aussi des représentants du CIUS du Centre-Ouest qui desservent notre territoire. Oui. On a des gens de la sécurité publique. On a l'ensemble des intervenants nécessaires administratifs aussi de notre arrondissement. Donc, et on fait des tours de table. On recueille l'information. On répond à toutes les questions que les organismes peuvent avoir. Et ça aussi, en revenant au dialogue, ça a vraiment été ce qui a aidé le plus. C'est que les gens pouvaient avoir une communication, pouvaient savoir que, OK, vendredi, je le sais que je vais pouvoir poser mes questions parce que je suis dans un appel, c'est déjà planifié, etc. Donc, je pense que cet aspect-là a été très important pour nous. On poursuit là-dedans, puis je pense pas que c'est quelque chose qu'on va laisser aller post-COVID non plus, parce que ça a des bénéfices sur toute la ligne pour tout le monde. Et sur un autre point, donc, en Outremont, c'est un secteur un peu plus résidentiel et le commerce local est donc au cœur de la vie, de la vie économique dans l'arrondissement. Dans cette idée de relance économique, mais aussi post-COVID, comment pouvez-vous vous assurer, en fait, que la vigueur économique d'Outremont demeure et perdure? Bien, en fait, on a fait beaucoup d'efforts. Puis, tu sais, je fais une petite parenthèse. Pour nous, j'ai toujours vu la COVID comme étant un miroir grossissant. Hein. Oui. Si tu avais des problèmes avant la COVID, mais la COVID t'es a montré, tu sais, très gros. C'est ça. Donc, c'est une belle analogie que je pense qui s'applique bien à la situation de la COVID. Tout à fait. Mais on avait des situations avec nos commerçants, on avait des relations avec eux, mais ils auraient pu être plus forts.
ils auraient pu être avec des discussions plus régulières, mais la COVID nous a forcés à faire ça, puis tant mieux. Parce que on a mis en place beaucoup d'aides aux commerçants. Notamment, on a fait un fonds d'aide non seulement pour les organismes communautaires, donc un fonds financier, fonds d'aide pour les commerçants aussi. Donc, communautaire, volet 1, commerçant, volet 2. Donc, ils pouvaient accéder à des fonds spécifiques. Ils ont beaucoup utilisé ces fonds-là, particulièrement pour se doter d'équipements sanitaires, par exemple, pour leur clientèle, pour pouvoir se laver les mains, des gants au tout début, ce genre de choses-là. On a mis aussi en place beaucoup de choses pour nos restaurateurs, hein, parce que les restaurateurs étaient les plus affectés. Puis, il faut comprendre aussi que chez nous, les restaurateurs sont au cœur de l'offre commerciale. Ils sont très importants pour l'ensemble des commerces. Quand nos restaurants vont bien, les autres commerces vont bien. Donc, pour l'avenue Laurier, pour l'avenue Bernard, pour l'avenue Van Horn, qui sont nos 3 artères commerciales, on a eu des discussions régulières avec l'Association des commerçants et pour Laurier, la SDC. Mais on a surtout allégé la réglementation pour leur permettre de faire le plus de, excusez-moi l'anglicisme, le plus de business possible au niveau des terrasses pour l'été. On a réduit, voire presque annulé les frais de terrasse. Plusieurs des arrondissements ont fait de même, mais on le fait. On va d'ailleurs le répéter encore cet été. On a fermé la rue Bernard. On a piétonnisé les 3 tronçons les plus importants pour les restaurateurs de l'avenue Bernard l'été dernier. Ça a été un succès monstre. Les gens, quand on se croirait en Europe, c'était magnifique comme atmosphère. On va répéter l'exploit encore cet été. Et on a été à l'écoute. Toutes ces initiatives-là, on les a faites en partenariat avec nos commerçants. Et on a vraiment eu le développement d'un partenariat qui, encore une fois, va rester pour le post-COVID. C'est ça. Et là, justement, vous en parliez des canaux de communication et tout ça. En temps de pandémie, il reste que la vie démocratique continue. Là, les conseils d'arrondissement se sont donc déplacés en visioconférence. Comment ça se passe? Comment se déroule la vie démocratique dans Outremont? Quelle est la réponse des citoyens? Comme tout, je pense que tout changement du genre est difficile. Hein, on avait, comme d'autres arrondissements, des habitués d'un certain système. C'est ça. On l'était habitués nous-mêmes à ce système-là, d'être en présentiel, de faire nos conseils d'arrondissement devant un certain nombre de personnes. C'était des habitués, des gens qui venaient, qui nous suivaient. Je pense que ça a été difficile. Ça a été difficile pour eux, ça a été difficile pour nous de s'adapter à ce changement-là. Par contre, comme vous l'avez si bien dit, la démocratie s'est poursuivie. On a continué, puis ça nous a amené à peut-être de nouvelles initiatives intéressantes. Par exemple, je dirais la période de questions. Donc, la période de questions des citoyens à notre conseil d'arrondissement a été grandement bonifiée par le fait que vous n'êtes plus obligé de venir directement poser votre question, ce qui était un blocage pour certains citoyens parce que la gêne, le déplacement, etc. Maintenant, on envoie une question par courriel et on reçoit une réponse. Donc, ça a été une façon pour eux de redécouvrir les communications avec leur arrondissement, avec leur administration locale. Donc, ça a été une bonne chose. Mais on a hâte de revenir en présentiel. Ça va faire du bien de voir les gens. De pouvoir avoir un dialogue différent que... parce qu'il faut comprendre que même, par exemple, celui qu'on a présentement, je vous vois, vous me voyez, les citoyens ne me voient pas. Moi, je ne vois pas les citoyens qui posent des questions. Ils posent des questions, donc il n'y a pas d'invité à nos rencontres. Ça pourrait être une initiative très intéressante à voir si la possibilité serait... Parce que l'interaction, de voir la réaction de quelqu'un, le visage... lorsqu'on pose une question, on peut répéter plus clairement la question différemment peut-être ou voir la réaction, etc. Donc, je pense qu'on va finalement développer cet aspect-là parce que c'est ça. On a besoin de faire des choses différemment, mais en même temps, on a besoin de garder ce qui marchait avant. Bien, vous m'amenez vers la prochaine question que j'avais envie de vous poser. Vous l'avez mentionné là, depuis le début de l'entrevue.
peu importe que les défis qu'amène la pandémie, il y a quand même du beau à travers tout ça. Est-ce qu'il y a des pratiques ou des manières de faire dans l'arrondissement que vous comptez poursuivre après la pandémie parce qu'elles ont vraiment été bénéfiques? Ben, oui, je pense, ben, assurément, assurément. Est-ce qu'on va avoir le temps? En fait, on espère avoir le temps de faire un bilan de tout ça. Oui. Hein. Puis justement, de se poser ces questions-là, savoir, ben, OK, on prend un recul, mais on se dit, ben, qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui pourrait être différent? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché, etc. Donc, on espère faire cet exercice-là à un moment donné. Mais je vous dirais que le plus grand changement se situe au niveau de nos employés à nous, à l'arrondissement. Il y avait le télétravail n'était pas très, très bien implanté à la Ville de Montréal avant cette situation-là. La Ville a été d'une efficacité incroyable pour changer cette donne-là, pour équiper leurs employés pour travailler de la maison. On a vu, je crois, des bénéfices au niveau de la capacité des gens de s'adapter et de poursuivre leur travail et même d'aller au-delà de leur façon de faire. Donc, pour nous, ça a été vraiment un enjeu parce qu'il y avait toutes sortes, tu sais, les 5-6 premières semaines, là, c'était un peu n'importe quoi, puis on cherchait notre queue là-dedans, puis c'était normal. Là. On n'avait jamais vécu ça. Mais finalement, on a réussi à s'adapter, on a réussi à mettre en place des mesures, le télétravail s'est implanté. Ça va très, très bien à ce niveau-là. Je vous dirais que au niveau des services aux citoyens, encore une fois, l'analogie du miroir grossissant, là, nous, on a des excellents, des magnifiques parcs qui ont été sollicités, mais de manière jamais on n'aurait pensé qu'on avait autant de gens dans nos parcs l'été dernier. Et on s'attend cet été aussi à ce que ça soit pareil. Et ça nous a démontré à quel point on doit redoubler d'efforts pour s'assurer au niveau de la propreté, au niveau de la qualité des services qu'on offre, que les toilettes soient ouvertes le plus souvent possible. Tu sais. C'est vraiment ce genre de choses-là sur lesquelles on doit travailler. Donc, on a des pratiques qu'on doit garder, qu'on doit revoir. Certainement qu'il y a du bon. J'ai pas plus d'exemples pour vous présentement, mais on a un bilan à faire à ce niveau-là pour vraiment identifier les bonnes mesures qu'on doit garder. C'est ça. Ben, vous l'avez mentionné aussi, hein, toutes les pratiques de les rues piétonnes, toutes les nouvelles façons de faire, les communications aussi qui ont été ouvertes avec la cellule de crise, avec les organismes communautaires, avec les entreprises également. Donc, plein de belles initiatives qui, espérons-le, vont bénéficier dans le futur. Là. On ne faudra pas avoir passé à travers ça pour rien quand même. Non, exactement. Puis si je peux rajouter, parce qu'à force de vous entendre, vous avez raison sur une chose, c'est que je pense que ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes sur l'importance du municipal dans leur vie. C'est ça. Souvent, on a peut-être, des fois, il y a des gens qui pourraient peut-être prendre le municipal pour acquis. Tu sais, les poubelles sont ramassées, grosso modo, régulièrement. C'est sensiblement propre. Si je veux aller jouer au tennis, je peux aller jouer au tennis. Je veux dire, je veux aller à la piscine, je vais à la piscine. Donc, des fois, on voit pas la valeur de ce que le municipal pourrait apporter. Puis, il y a eu des moments où est-ce que le municipal n'était plus là. Parce qu'on a dû fermer pour X et Y raisons, des mesures sanitaires, pas de rassemblement dans les parcs, ce genre de choses-là. Je pense que ça a ouvert les yeux à l'importance du municipal pour plusieurs personnes, plusieurs organisations. Puis ça, c'est une très bonne chose. Bon, ben, Monsieur Philippe Tomlinson, maire de l'arrondissement d'Outremont, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous. Si les gens veulent avoir des informations sur Outremont, ils peuvent se rendre montréal.ca/Outremont, encore suivre le Facebook de l'arrondissement et suivre votre Facebook aussi parce que j'ai vu que vous êtes très actif et vous relayez toutes les informations possibles à vos citoyens. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, sur les organismes communautaires, ils peuvent contacter le 211 ou encore le 211qc.ca ou également pour les informations sur la COVID-19, appelez au 514-644-4545. Merci beaucoup, M. Tomlinson. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. On va s'en sortir. N'hésitez pas à vous rendre sur tcftv.ca pour voir nos autres nouvelles en bref pour rester informé de vos nouvelles communautaires en temps de pandémie. Également, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter.